Les nouveaux chemins de la connaissance qui fuient la mode mais se méfient de l'originalité se proposent, comme tout le monde cette semaine, de vous parler d'Albert Camus. À ceci près que cette semaine, c'est Albert Camus en personne qui vous parle de lui-même dans Les Chemins, une semaine où les archives prennent la parole pour vous raconter tantôt le prix Nobel, l'Algérie, la littérature ou bien comme aujourd'hui, l'amour du théâtre. Le théâtre, donc, sera notre grande affaire aujourd'hui et demain puisque nous vous proposons tout de suite une conversation avec le philosophe Michel Herman sur Caligula, peut-être la meilleure pièce du théâtre de Camus. Et demain, vous entendrez 1000 trésors dont les voix de Serge Reggiani, Maria Casares et Camus lui-même, évoquant les détails de sa mise en scène des Possédés de Dostoïevski. Mais tout de suite donc, en guise de commencement, je vous propose d'écouter Camus lui-même lire la scène 4 de l'acte 1 de Caligula, où Caligula décrit, à vrai dire, le mal qui le ronge. Je crois me souvenir, il est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Hélicon, et qu'est-ce donc que cette vérité? Caligula, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Hélicon, oh non, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi, ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Caligula, alors c'est que tout autour de moi est mensonge et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Hélicon, ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. Caligula s'asseyant, cela n'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. Hélicon, et pourquoi donc? Caligula, si je dors, qui me donnera la lune? Bonjour Michel Herman. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance, où c'est une joie de vous accueillir de nouveau. Michel Herman, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. En disant cela, Caligula, c'est-à-dire aussi Camus, ne nous apprend rien, et pourtant rien n'est plus indigeste à entendre, rien n'est plus facile à savoir, rien n'est plus difficile à admettre. On a le sentiment que, chez Caligula, tout son travail consiste justement à admettre ce que tout le monde sait. Oui, cette phrase célèbre, au fond, nous donne le sujet de Caligula. Caligula, c'est une pièce tout à fait singulière dans l'œuvre de Camus, c'est la première. Au fond, c'est la première pièce écrite par Camus. Il a pensé à cette pièce en même temps qu'il prenait des notes pour l'étranger et puis pour Sisyphe. Mais au fond, c'est le premier véritable texte achevé de Camus. Et donc la question du bonheur, elle nous rappelle que pour Camus, l'œuvre tragique, c'est toujours celle de l'homme heureux. L'homme mérite-t-il son bonheur ? Placé dans la civilisation judéo-chrétienne, c'est la question à laquelle d'ailleurs Camus, en travaillant sur Caligula, se confrontait en se confrontant à l'œuvre de Malraux. Et puis il y a cette phrase célèbre aussi, il y a des mots que je n'ai jamais bien compris dans Nos, il y a des mots que je n'ai jamais bien compris, comme celui de péché. Donc, rappelons que les Noces, qui sont peut-être le plus beau texte d'Albert Camus, en tout cas à mon sens, un texte vibrant d'amour, raconte les aventures sans péripéties en un sens d'un jeune homme qui se promène au milieu de ruines, tantôt à Tipaza, tantôt à Alger, tantôt à Florence, et que c'est une réflexion sur le bonheur, sur la difficulté d'accomplir son métier d'homme, sur la difficulté d'être heureux, dans un monde qui, en toute rigueur, n'a rien de réjouissant, dans la mesure où, précisément, nous allons mourir. Oui, effectivement, cette réflexion et cette phrase, elle pose pratiquement les prolégomènes de la philosophie camusienne, la philosophie, au fond, de l'absurde. Mais ce qui est singulier, je crois, dans Caligula, c'est que Camus n'a pas encore exploré tout le système de l'absurde. Le mot système est peut-être un peu déplacé, pardonnez-moi de l'employer. Disons que c'est un système solaire. C'est un système solaire, mais il n'est pas encore, l'astre n'est pas encore ni brillant ni noir.
Alors évidemment, Caligula, ça pourrait être l'astre noir, mais ça n'est pas exactement l'astre noir. Ce n'est pas également le soleil de la mélancolie. C'est plutôt l'astre lunaire qui l'emporte dans l'œuvre de Caligula. Quand Et vous ça, parlez c'est tout à fait singulier. du soleil noir, hein, on pense à l'étranger, on va revenir à Caligula, mais au début de l'étranger, il est dit que la campagne était noire de soleil. Absolument. Ce qui est l'une des métaphores, entre guillemets, de Camus les plus étonnantes peut-être. Oui, parce que le soleil de la Méditerranée, le soleil du bonheur, le soleil grec, a aussi son envers. Et je crois que tout cela montre d'ailleurs que Camus pense par figure. Camus est un philosophe écrivain, bon, on l'a souvent dit, on lui a parfois reproché, pour moi ce serait plutôt un compliment, c'est même totalement un compliment. Et Camus, finalement, a toujours eu à cœur à la fois de penser la morale, on le sait, mais également, au fond, de penser l'homme dans le monde, l'homme confronté à la fois aux sensations, aux impressions, et non pas à la réflexion, mais plutôt à la théorie au sens étymologique, c'est-à-dire à la méditation. Et à la contemplation. Revenons-en à Caligula, Michel Herman. Hein. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Ce constat détermine la nature du désir qui porte Caligula à devenir le monstre, le bourreau qu'il est. Son désir est très simple. Caligula veut tout simplement, tout bêtement, décrocher la lune. Caligula veut décrocher la lune, c'est-à-dire l'impossible. Mais encore une fois, cette figure n'est pas une figure camusienne. Moi, c'est pas la figure que l'on attend chez Camus. Alors, où est-il allé la chercher ? Je crois que la première réponse, elle est relativement simple, et en même temps, c'est peut-être une sorte d'écran, une sorte de trompe-l'œil. Camus a lu et relu La vie des 12 Césars de Suétone, et notamment, bien évidemment, la vie de Caligula. Oui, où nous trouvons tout ce qu'on sait de Caligula, et tout ce que Camus recycle dans cette pièce, allez-y. Pratiquement tout, sauf le physique. Et ça, c'est très intéressant. Je parlerai peut-être un peu tout à l'heure. C'est très intéressant parce que par rapport à d'autres grandes pièces sur l'impossible et le pouvoir, comme Richard III, ou du côté satirique, Ubu-Roi. Et si je parle d'Ubu-Roi, c'est parce qu'il y a un aspect satirique également. D'un satiriste peut-être un peu nietzschéen qui moque Nietzsche comme étant à la fois le modèle, le maître, et puis une sorte pratiquement d'anti-modèle pour Camus. Il y a quelque chose donc que Camus n'emprunte pas à Suétone, c'est le physique de Caligula. Et c'est assez étonnant pour être relevé, même si ça peut apparaître comme un détail, parce que Richard III est un monstre, est affreux physiquement, Ubu-Roi est affreux physiquement. Caligula est censé être laid, sauf que chez Camus, c'est Gérard Philippe. Exactement. Voilà. Et dans les notes de régie, etc., de la pièce, Caligula est beaucoup moins laid que dans Suétone. Voilà. Et donc, Suétone raconte que Caligula, le Caligula de l'histoire, chaque nuit attendait la lune, attendait que la lune rentre dans sa chambre. Voilà. Et donc Camus prend cette figure de la lune, cette figure qu'on a de prime abord du mal à interpréter. Bien sûr, elle est la figure de l'impossible, elle est peut-être une figure comme ça très générale, mais elle est tellement peu camusienne qu'on est obligé de s'interroger sur cette figure. Et au fond, moi je me suis demandé si ça n'était pas un astre nietzschéen en quelque sorte. Alors effectivement, Michel Herman, il y aurait beaucoup à dire sur le caractère nietzschéen de cet astre, et probablement on va croiser au cours de cette conversation d'autres occurrences de la parole implicite de Nietzsche. Camus était grand lecteur de Nietzsche, grand consommateur de Nietzsche, grand, j'allais dire, expérimentateur de Nietzsche en un sens. Dans Caligula, deux remarques. D'abord, le désir qu'il inspire, c'est-à-dire le désir que Gérard Philippe inspire au spectateur, est considérable, mais il est moindre en un sens que le désir qui meut Caligula, c'est-à-dire que Caligula est encore plus le sujet du désir qu'il éprouve que le bénéficiaire du désir qu'il inspire. Peut-être en ce sens était-il important que Caligula fût beau, comme Camus a voulu qu'il le soit. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ce désir de décrocher la lune une réflexion sur la nature même du désir, au sens où, c'est-à-dire sur le rapport à l'absolu. Est-ce l'objet légitime de mon désir, c'est-à-dire l'absolu, qui est hors d'atteinte parce qu'il est absolu, ou est-ce la nature même de mon désir qui me porte à fabriquer un objet que je me donne d'emblée comme étant de telle nature que je ne pourrai jamais l'atteindre ? En somme, Caligula est-il le martyr d'un absolu qu'il a sous les yeux, ou est-il au contraire la victime consentante d'une chimère qu'il se fabrique pour pouvoir être meurtrier ? Posée en ces termes, la question demanderait finalement une réponse spéculative. Alors, en lisant le texte, moi je trouve deux motifs à ce désir d'absolu qui peut s'interpréter dans un sens comme dans l'autre. Le premier motif, c'est la mélancolie.
Caligula éprouve une tristesse mélancolique à la suite de la mort de sa sœur amante. Et Drusilla. Dont la mort est, dit-il, le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. Voilà. On ne sait pas si la lune est nécessaire, au sens si c'est sa possession qui est nécessaire, ou si c'est le fait de vivre sous son régime qui devient nécessaire. Voilà, ça on ne le sait pas. Et dans l'ensemble du texte, ce qui est intéressant, c'est que ce paradigme de la lune, appelons-le comme ça, il est décliné à travers une recherche, presque un style impressionniste. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, au fond, il s'agit parfois de la haine, du sang, de la démesure du pouvoir. Un absolu que Caligula n'arrive jamais tout à fait à nommer, si bien qu'il est nommé par cette figure qu'est la lune. Et le deuxième motif à ce désir dont Caligula subit l'emprise, en même temps qu'il est une forme d'idéal, qu'il va confronter avec d'autres personnages par la suite, notamment le personnage de Scipion, sur lequel on reviendra sans doute, eh bien le deuxième motif, c'est, et on oublie souvent de le dire, c'est la conquête du pouvoir. Alors, pourquoi la conquête du pouvoir, puisque Caligula est l'empereur? Oui, mais au tout début de la pièce, lorsque Caligula a disparu, les patriciens qui l'entourent se lamentent, se demandent où il est. Non pas parce qu'ils éprouvent pour lui une passion excessive, non pas parce qu'il est le maître, mais parce qu'il est un objet du pouvoir. Voilà. Oui, le détenteur, mais un objet du pouvoir. Ce sont eux qui ont le pouvoir. Et après la mort de sa sœur amante, Caligula est donc sous l'emprise de ce désir d'absolu, mais dans ce désir d'absolu, il y a aussi celui de vouloir conquérir le pouvoir. C'est la raison pour laquelle cette pièce s'apparente au fond à Richard III ou au Bureau. Dans les deux cas, il s'agit de prendre le pouvoir. Pas de la même façon, pas dans le même contexte, bien évidemment, mais dans les deux cas, c'est une affaire de bonheur, de pouvoir, et entre les deux, il y a la haine. Il s'agit, dans les deux cas, de ce qu'on appelle un succès d'année. Il faut l'écrire en deux mots ici. Succès d'année du pouvoir. Hein. Le pouvoir, faute de la lune. On va entendre tout de suite la scène 11 de l'acte 1, où on va faire la connaissance d'un autre personnage, interprété par Camus, puisque Camus, là, dans le texte que nous entendons, est l'interprète de tous les personnages de sa pièce. L'autre personnage, c'est Caesonia, la fidèle vieille maîtresse de Caligula, qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même, d'ailleurs, pour le sort qui lui est réservé, et qui n'en doute pas, d'ailleurs, dès le début, vraisemblablement. Donc, le personnage de Caesonia, on verra ensuite quel était le personnage de Scipion, dans une scène, donc, la scène 11 de l'acte 1, où Caligula propose, bien tout simplement, la solution à ce problème épineux, qui est le fait que les hommes meurent et ne sont pas heureux. Écoutez. Caesonia, tu pleures? Caligula, oui, Caesonia. Caesonia, mais enfin, qu'y a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Caligula, qui te parle de Drusilla folle. Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Caesonia, pardon, Caius, mais je cherche à te comprendre. Caligula, les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Caesonia, mais reste près de moi. Caesonia, je ferai ce que tu voudras. Elle s'assit. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne, mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Caligula, tu ne peux pas comprendre. Qu'importe, je sortirai peut-être de là. Mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Oh, Caesonia, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais comme tout le monde que c'était une maladie de l'âme. Mais non, c'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche, ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Caesonia, il faut dormir longtemps, se laisser aller, ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde, pour toi, recouvrera son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Caligula, mais il y faut le sommeil, il y faut l'abandon. Cela n'est pas possible. Caesonia, c'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Un temps vient où l'on retrouve une main ferme. Caligula, mais il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses?
Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus, non, Kézonia. Il est indifférent de dormir ou de rester réveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Kézonia me sait vouloir s'égaler aux dieux. Je ne connais pas de pire folie. Caligula, toi aussi, tu me crois fou. Et pourtant, dis-moi, qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Kézonia, tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Caligula, je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Kézonia, il y a le bon et le mauvais, il y a ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. Caligula, ma volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé, le monde avec moi. Alors enfin les hommes ne mourront pas et ils seront heureux. Michel Herman est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans le cadre d'une semaine sur Camus, une semaine avec Camus, puisque c'est Camus notre lecteur de la semaine. C'est de Caligula que nous parlons aujourd'hui. Michel Herman, dans la scène qu'on vient d'entendre, on découvre à quel point Camus est nietzschéen, j'allais dire à triple titre. D'abord parce que le pouvoir, le goût du pouvoir, ces singes agiles dont parle Nietzsche, ceux qui recherchent le pouvoir, est un aveu d'impuissance. Quand on a le pouvoir, on découvre qu'on est impuissant, on découvre tout ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Deuxième point, Caligula est un anti-stoïcien. On n'est pas du tout dans la mort fati ici. Il veut justement agir sur ce qui ne dépend pas de lui. À cet égard, il n'est pas dans la liberté, il est dans l'aliénation, puisqu'il n'a pas les moyens d'une liberté absolue comme il y prétend. Et puis troisième point, ce que Camus montre peut-être ici, c'est la rancœur, le ressentiment qu'il y a derrière, un tempérament révolutionnaire. Ma volonté de le changer, je ferai à ce siècle le don de l'égalité, c'est par malheur que cet homme-là le déclare. Oui, absolument. Vous parcourez là en quelque sorte questionnement camusien, qui est celui que l'on va retrouver au fond, dans les essais et dans Sisyphe. Mais effectivement, contrairement à Sisyphe, il n'y a pas de Caligula heureux. On ne peut pas imaginer un Caligula heureux. Parce que Sisyphe se satisfait de sa tâche. Parce que Sisyphe finit par se satisfaire de sa tâche, en quelque sorte, et donc il n'y a pas toute cette, je ne vais pas dire dialectique, mais un peu quand même, au sens général du mot, qui mène à une forme de stoïcisme, en quelque sorte, dans la pensée camusienne. C'est pour cela que Caligula est une sorte de pierre mal taillée, en quelque sorte, dans la pensée camusienne. C'est une pièce pleine de saillance, c'est une pièce pleine de possibilités, à propos de laquelle Camus disait par la suite « Je ne peux pas philosopher avec ces 4 actes. Je n'arrive pas à en tirer véritablement une réflexion philosophique qui soit cohérente, qui soit totalement rationnelle. » Et bien évidemment qu'il y a cette révolte que l'on va retrouver dans l'œuvre camusienne, qui sera par exemple théorisée, qui sera moralisée entre guillemets dans les Justes. Là, ça n'est pas du tout le cas. Bien évidemment que l'on va retrouver ce désir d'absolu. Mais ce désir d'absolu ici, il est absurde, mais au sens immédiat, au sens premier, pas au sens camusien. Il n'est pas encore totalement pensé. Alors, Camus, Nietzschéen en ce sens, oui, vous avez parfaitement raison. Mais en un autre sens, Camus, qui était un grand lecteur de l'origine de la tragédie, au moment où il réfléchissait sur la première partie. L'origine de la tragédie, c'est quasiment le premier texte de Nietzsche, enfin en tout cas le premier texte connu, publié, et c'est un texte où Nietzsche fait un hommage à Wagner, c'est le Nietzsche de jeunesse, Camus de jeunesse pour un Nietzsche de jeunesse. Absolument, absolument. Mais je crois qu'il y a une limite finalement à la lecture camusienne de Nietzsche, de ce Nietzsche de jeunesse. C'est qu'au fond, Nietzsche pense que l'association d'Apollon et Dionysos, qui forme la tragédie, c'est une manière pour l'homme de se sauver. Et dans Caligula, on a des références. On a des références au théâtre même. Caligula parle à un moment, dit que les hommes ne savent pas vivre dans un théâtre, ne savent pas au fond représenter leurs passions et leurs pulsions. Caligula ne sauve pas l'homme, ni Caligula lui-même en tant que personnage, ni la pièce dans son ensemble. Ne comporte pas cette
au fond, cette forme tragique qui est une manière pour l'homme de se sauver. Il y a donc une forme de limite. De la même façon, on sent pratiquement parfois que Camus s'est un peu amusé avec Nietzsche, qu'il a placé dans la bouche de Caligula des répliques qui sont presque décalquées d'une lecture un peu trop immédiate, sans doute du surhomme nietzschéen. Oui, une lecture qui identifierait le surhomme à celui qui désire le pouvoir, et non Voilà. pas la puissance. Absolument, absolument. Alors, est-ce une lecture rapide? Est-ce une lecture de l'époque, peut-être au sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce une lecture volontaire pour, au fond, rendre hommage à son maître tout en s'en distinguant? La référence à Nietzsche est une référence double, est une référence très ambivalente. Permettez-moi une objection, Michel Herman. Juste après le passage qu'on vient d'entendre, Caesonia oppose à Caligula, qui dit donc ma volonté est de le changer, je ferai à ce siècle le don de l'égalité, donc de tout aplanir, etc., de couper toutes les têtes qui dépassent et surtout les têtes qui voudraient dépasser la sienne. Caesonia lui dit dans un cri, c'est une didascalie de Camus, tu ne pourras pas nier l'amour. Or, dans Les Noces, que Camus écrit avant Caligula, Camus délivre déjà le secret qui sera celui de l'homme révolté, c'est-à-dire du Camus tardif, 20 ans plus tard, de l'idée qu'au cœur de la révolte sommeille un consentement, et qu'au cœur de la révolte, au principe même de la révolte, il y a l'amour, et qu'à cet égard, la révolte culmine dans le sens de la mesure. C'est une intuition que Camus possède déjà, et qu'il hérite malgré tout du Nietzsche, mais cette fois-ci du Nietzsche tardif, du Nietzsche du crépuscule des idoles, du Nietzsche qui considère que, au-delà du chameau et du lion, il y a l'innocence du devenir, il y a l'enfant, il y a l'amour du monde malgré lui. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, malgré tout, dans le jeune Camus, cette dimension-là? Oui, absolument, absolument. Non, vous avez raison de faire cette objection. Moi, je parlais spécialement du personnage de Caligula. Tout ce que vous venez de dire, fort justement, est incarné par le personnage de Scipion dans la pièce. Et c'est un personnage extrêmement intéressant parce que Scipion est un poète dont Caligula a tué le père. Et malgré le fait que Caligula soit un meurtrier, Scipion partage avec Caligula cette passion de l'impossible. Mais l'impossible pour Scipion, c'est un impossible camusien qui se ancre, qui se trouve dans l'espace méditerranéen, dans la nature, et qui se trouve également dans l'amour. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous. La seule chose que je pense de Caligula, c'est que tout cela est mis plutôt en paradoxe dans la pièce qu'en continuité. Et la pièce est pleine de paradoxes. Dans le passage que l'on vient d'entendre, d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a ce quasi-oxymore, faire jaillir le rire de la souffrance. C'est ce qui arrive un peu plus tard, où on rit franchement quand Caligula fait venir les poètes et leur demande de parler de la mort. Alors chacun prend la pause et puis Caligula est avec un sifflet et en somme si ça lui plaît pas il siffle et on sent qu'on va couper la tête du poète. Et le seul à s'en sortir c'est Scipion qui est le seul à parler justement des choses, ce qui indigne Caligula. Il dit comment peux-tu être si jeune et avoir déjà tout compris. Alors c'est avec regret d'ailleurs que je le dis, dans l'enregistrement de Caligula lu par Camus, allez savoir pourquoi, Michel Herman, l'enregistrement date de 1954, on a oublié la fameuse scène 14 de l'acte 2, dans lequel Caligula discute avec Scipion. C'est peut-être la plus belle scène de la pièce, et c'est la scène qu'on a oubliée, qui n'est pas retranscrite, on n'a pas la voix de Camus lisant cela, où on a un dialogue entre Caligula et Scipion, où Scipion est vraiment le porte-parole de Camus, c'est-à-dire le porte-parole de la nature contre l'histoire, de la poésie contre la violence, et en un sens de la vérité et de la révolte contre le mensonge de l'absolu. Oui, c'est étonnant que cette scène ait disparu de l'enregistrement. Je renvoie l'auditeur à la scène 14 de l'acte 2, qui est la plus belle de la pièce et dont nous n'avons pas l'enregistrement. Allez-y. Ce personnage de Scipion a tout de même une part de noirceur, en quelque sorte, parce qu'il pardonne à Caligula le fait d'être un meurtrier. Comme si ce personnage voulait exister en quelque sorte en dehors de toute généalogie, comme s'il existait de par sa parole poétique elle-même. Et c'est cela qui séduit Caligula, c'est cela qui fait reconnaître, qui fait Caligula reconnaît en Scipion en quelque sorte un alter ego. Parce qu'il nie la génération, il nie le père. C'est ça qui est extrêmement étonnant, je trouve, dans l'œuvre camusienne. Camus va retrouver le père dans le premier homme. Il va le rechercher. Le premier homme, c'est le dernier livre. Le premier homme, c'est le dernier livre, inachevé. Ce livre qui est là aussi une sorte de pierre mal taillée parce ce livre est inachevé. Mais ce livre qui est un diamant mal taillé. Un diamant mal taillé. Ce livre qui
qui est gros. Camus disait que c'était peut-être le vrai roman qu'il allait écrire. Moi, je trouve que c'est tout à fait excessif, parce que L'étranger est sans doute un des grands romans du XXe siècle. De même que La peste. On peut reprocher que La peste a un aspect peut-être un peu plus didactique, mais enfin, ce sont deux grands romans du XXe siècle. Et donc, c'est étonnant. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des saillances, il y a des trous, il y a des absences, et que Scipion est à la fois le porte-parole de Camus, mais c'est un Camus immédiat. C'est un Camus, au fond, qui n'a pas pensé l'espace-temps qui est celui de la généalogie et qui est celui de la Méditerranée. Mais c'est en même temps un Camus qui parvient à penser le paradoxe d'une raison meurtrière. Hein. Vous avez parlé de paradoxe dans Caligula, il y en a plein. Et ces paradoxes sont à la mesure des syllogismes, qui sont extrêmement nombreux également dans Caligula. Et entre la scène que nous avons entendue, qui est dans l'acte 1, et la scène 9 de l'acte 2 qu'on va entendre maintenant, il y a toute une série de considérations sur Caligula, notamment Chéréa, je ne sais pas si on dit Chéréa ou Chéréa d'ailleurs. Je crois qu'on dit Chéréa. Chéréa, qui explique que Caligula n'est pas fou, en expliquant qu'il dispose d'un pouvoir sans limite et qu'il s'en sert sans limite. Il est cohérent, il ne cesse de dire qu'il transforme sa philosophie en cadavre, mais que pour le malheur de tout le monde, c'est une philosophie sans objection. Caligula désigne un lyrisme inhumain auprès de quoi sa vie n'est rien. Ses amis se proposent d'organiser sa folie, disant que Caligula a horreur du désordre. Il y a une certaine forme, un goût pour la logique, un goût pour la rationalité propre à Caligula, les syllogismes d'une raison meurtrière, notamment celui dans lequel Caligula explique qu'on meurt parce qu'on est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula, donc tout le monde est coupable. On va entendre tout de suite justement la scène où il le dit, toujours lu évidemment par Albert Camus. Écoutez. Entre rapidement Caligula. Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État sont pressantes. Intendant, tu feras fermer les greniers publics, je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. L'intendant, mais demain, il y aura famine. L'intendant, mais le peuple va gronder. Caligula, je dis qu'il y aura famine demain. Tout le monde connaît la famine, c'est un fléau. Eh bien, demain, il y aura fléau. Et j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Après tout, je n'ai pas tellement de façon de prouver que je suis libre. On est toujours libre aux dépens de quelqu'un. C'est ennuyeux, mais c'est normal. Avec un coup d'œil vers monsieur, s'appliquez cette pensée à la jalousie et vous verrez, tout de même, comme c'est laid d'être jaloux. Souffrir par vanité et par imagination. Voir sa femme. Monsieur serre les poings et va parler. Caligula, mangeons, messieurs. Savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution dont vous nous donnerez des nouvelles. Hélicon a supposé qu'on vous demande votre avis. Caligula, soyons généreux, Hélicon. Allons, découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er. Hélicon se lève. L'exécution soulage et délivre, elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula, donc tout le monde est coupable. D'où il ressort que tout le monde meurt, c'est une question de temps et de patience. Michel Herman est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans une semaine sur Albert Camus, et c'est de Caligula que nous parlons aujourd'hui. On vient d'entendre Hélicon réciter mécaniquement, à travers la voix d'Albert Camus, un texte dont Caligula est l'auteur, syllogisme meurtrier, syllogisme d'ailleurs qui vante les mérites de l'exécution, ce qui n'est pas anodin quand on sait le souvenir que Camus conserve lui-même de la guillotine, quand on sait par quelle réflexion il commence ses réflexions sur la guillotine, et l'engagement qui fut le sien constamment contre la peine de mort, hein, Michel Herman. Oui, là aussi, on voit immédiatement dans ce premier texte, rappelons que ce texte est écrit en 37-38, qu'il a été pensé au moment où Camus fait du théâtre à Alger, et on voit effectivement là cette allusion à la peine de mort, qui va être pour Camus un des grands combats humaniste de son existence. On connaît ces textes merveilleux publiés avec les réflexions de Koestler sur la guillotine. Un instant sur ces textes, quand même, Michel Herman. Oui. L'argument le plus fort de Camus contre la peine de mort, indépendamment du fait qu'on peut condamner à mort un innocent et que donc c'est le contraire de la démocratie, puisque le propre d'une démocratie, c'est malgré tout, il vaut mieux libérer un coupable que de condamner un innocent, comme disait Voltaire avant Camus, mais enfin bon, c'est la même chose. L'argument de Camus, l'argument le plus fort, c'est de dire que la peine de mort n'est pas une affaire de théorie. La peine de mort, c'est une chose pratique. La meilleure façon qu'il trouve de dissuader les gens d'adhérer au principe de la peine de mort, c'est de la leur montrer et de la leur décrire. Or, ici, on a un propos délibérément abstrait.
Oui, mais c'est justement parce que c'est le premier Camus, c'est le Camus qui construit peu à peu, au fond, à la fois ses méditations. Je préfère pour Camus le terme méditation, au terme réflexion ou abstraction. Il construit ses méditations et cette abstraction, alors, elle s'explique également par le fait que Caligula est une grande figure. Il ne faudrait pas oublier que, contrairement à d'autres pièces comme Les Justes, par exemple, la référence à l'empereur Caligula est une référence abstraite. Caligula est une sorte de figure du pouvoir devenu fou, pour les raisons dont on est en train de parler depuis le début de cette émission. Si vous voulez, dans l'ordre du politique, je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais dans l'ordre du politique, Caligula est une sorte de figure folle, qui repose d'ailleurs, dont le pouvoir repose sur la haine et sur la peur qu'il suscite. Bien, tout comme la grosse bête hobbesienne, au fond, est une figure du politique, une figure beaucoup plus réaliste du politique, on va dire. Ça, c'est le Léviathan. Le Léviathan. Le Léviathan, qui est l'autre nom de l'État, selon Hobbes, au profit duquel nous aliénons notre liberté et qui doit en retour garantir notre sécurité. Voilà, et qui fait que la peur qui déstructure l'être humain, la peur est constructive, puisque le citoyen, enfin, en devenant citoyen, on se met sous la coupe de l'État, du Léviathan, mais qui en même temps nous sauve du monde de la nature, où l'homme est un loup pour l'homme. Il n'y a pas du tout cette dialectique, effectivement, dans Camus. Mais Caligula, de la même manière que le Léviathan, Caligula est une sorte de figure du pouvoir devenu fou, pour un certain nombre de raisons. Ce ne sont pas des raisons anthropologiques générales, ce sont des raisons, au fond, extrêmement, pratiquement inconscientes. La mélancolie d'un côté, le désir de l'impossible de l'autre. Michel Herman, est-ce que tout pouvoir, aux yeux de Camus, est potentiellement fou? Je vous pose cette question parce que vaut finalement la lecture d'un Camus libertaire, ou majoritairement libertaire? C'est une lecture qui est en vogue aujourd'hui en particulier. Tout simplement parce qu'on peut à la fois considérer que Camus s'en prend au pouvoir en expliquant que le fait même, la détention du pouvoir, comme son nom l'indique, est carcérale par essence et qu'elle rend fou. On peut également considérer qu'en un sens Caligula est lui-même un libertaire qui ne se satisfait pas du monde comme il est. Alors, y a-t-il chez Camus une critique du pouvoir ou y a-t-il chez Camus une critique du tempérament libertaire qui, quand il détient le pouvoir, devient fatalement autocratique? Je pense qu'il y a les deux à la fois dans cette pièce. Parce que dans Caligula, le pouvoir est détenu, en fait, par les patriciens. Et Caligula va vouloir leur prendre ce pouvoir. Et en leur prenant ce pouvoir, pour les raisons que l'on a dit, au fond, il exerce de façon folle. Il exerce de façon non seulement tyrannique, mais délirante, en quelque sorte. Il est habité par la pulsion de mort. Pour le dire simplement, je sais bien que c'est presque un cliché, mais Caligula a retourné la haine de soi contre autrui, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il a exercé pendant 3 ans, parce que vous savez, entre le début de la pièce, l'acte 1 et puis les actes suivants, 3 ans s'écoulent. 3 ans s'écoulent. Voilà pour l'unité de temps. Voilà pour l'unité de temps. Et c'est une unité de temps qui d'ailleurs est difficilement perceptible pour le spectateur, puisque les 2 actes s'enchaînent. Mais Camus a tenu à laisser entendre qu'il y avait une durée vraisemblable et que durant cette durée vraisemblable, quelque chose s'était passé de l'ordre du pouvoir. Le pouvoir, Caligula est devenu fou. Il lève les impôts jusqu'à la famine. Caligula est devenu fue puisqu'il organise finalement des concours de poésie satirique, en quelque sorte. C'est une sorte d'ubu qui tue pour le plaisir, d'une certaine façon. Enfin, ubu tué pour le plaisir. Caligula, on se demande quel est le plaisir qu'il prend à tuer. D'une certaine façon, on dirait qu'il ne peut pas faire exactement autrement. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est une critique du pouvoir absolu ? Je pense oui et non. Parce que si c'était une critique du pouvoir absolu, on n'aurait pas ces syllogismes qui sont des syllogismes fous, tels que celui que vous avez évoqué tout à l'heure. Rappelons-le, on meurt parce qu'on est coupable parce qu'on est sujet de Caligula, tout le monde est sujet de Caligula, donc tout le monde est coupable. Bien, cette forme de moquerie, en quelque sorte, de satire de la rationalité folle. Hyper-rationalité. Hyper-rationalité. C'est plutôt là la critique, en quelque sorte. Bon, la rhétorique nous apprend que pour qu'un syllogisme fonctionne, il faut que ces propositions soient des propositions vraisemblables.
Bien. Or là, les propositions sont des propositions délirantes. Alors, à partir de là, bien sûr, on peut faire tous les syllogismes et tous les paradoxes que l'on veut, et la pièce en est remplie. Dans la bouche de Caligula. Vous avez parlé d'Hélicon, parce que ce syllogisme, c'est la pensée de Caligula exprimée par Hélicon. Alors là, je trouve que c'est très intéressant aussi du point de vue du théâtre, de la théâtralité. C'est que Hélicon, c'est un esclave affranchi. Et cet esclave affranchi, adore son tyran. Il adore son tyran. Il adore son tyran, mais parce que, d'une certaine façon, le maître... Par mépris des patriciens, d'ailleurs. Bien sûr, parce qu'il sait que ce sont eux qui ont le pouvoir. Au fond, Caligula est le maître qui a reconnu l'esclave, en quelque sorte. Là. Et Hélicon, au long de la pièce, est à la fois le confident, et en même temps, il est, je veux dire, tenter un mot peut-être un peu expressif, il est le voyeur de ce que fait Caligula. Et du point de vue de la théâtralité, c'est un personnage capital. Scipion est un personnage capital, puisque Scipion est l'alter ego. C'est Camus. Hein, et l'autre de Caligula, en quelque sorte. Bien. Mais Hélicon est un personnage capital parce que sans Hélicon, on aurait du mal, Camus aurait eu du mal en tant que dramaturge à monter la pièce, en quelque sorte. Caligula seul, aurait été obligé d'être un sorte de personnage vraisemblable. Or, Caligula, et Camus le disait implicitement, Caligula est un personnage de roman. Caligula est un personnage de roman et pas un personnage de théâtre. Parce que pour Camus, le personnage de roman, c'est celui qui va au bout de son destin. Or, un personnage de théâtre, disons un personnage classique de théâtre, la différence entre le personnage de roman et le personnage de théâtre, c'est que le personnage de roman a un destin, en quelque sorte, il s'inscrit dans une temporalité, il change, il évolue. Et le personnage de théâtre arrive in medias res, il est immédiatement. Le spectateur comprend immédiatement ce qu'il est, il ne change pas. On peut creuser son être, mais il change peu. Or, Caligula change. Et il change avec quoi? Il change bien sûr parce qu'il est habité par la mélancolie, il est sous l'emprise de ses passions. Bon. Il refuse au fond tout divertissement. C'est au fond la leçon que l'on retire de la confrontation avec sa maîtresse, avec Caesonia. Mais en même temps, Caligula ne pourrait pas apparaître au théâtre s'il n'y avait pas un médiateur qui, à certains moments, interviendrait. Et ça, c'est Hélicon. Et ça, c'est Hélicon. Michel Herman, vous avez parlé du but tout à l'heure pour parler de Caligula. On aurait pu parler, vous avez parlé également de Richard III, vous avez bien fait. Vous avez parlé du but, il faut parler du bris en vérité, pour parler de Caligula, puisque le pouvoir de Caligula consiste pour lui non seulement à s'égaler aux dieux, mais en vérité à les surplomber, à non pas exalter les dieux ni s'égaler à eux, mais en vérité à aller au-delà d'eux. Pour un homme, dit-il, qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. C'est ce qu'il dit dans la scène 2 de l'acte 3 qu'on va entendre tout de suite, une scène où on a un dialogue justement entre Scipion et Caligula. Tu crois donc aux dieux, Scipion? Scipion, non. Caligula, alors je ne comprends pas pourquoi es-tu si prompt à dépister les blasphèmes. Scipion, je puis nier une chose sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. Caligula, mais c'est de la modestie, cela. C'est de la vraie modestie, mon cher Scipion, que je suis content pour toi, et puis envieux, tu sais, car c'est le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. Scipion, ce n'est pas moi que tu jalouses, ce sont les dieux eux-mêmes. Caligula, si tu le veux bien, cela restera comme le grand secret de mon règne. Tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit progrès sur la voie de la puissance et de la liberté. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé cela. J'ai prouvé à ces dieux illusoires qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. Scipion, mais c'est cela le blasphème, Caius. Caligula, mais non, Scipion, c'est de la clairvoyance. J'ai simplement compris qu'il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel qu'eux. Scipion, il suffit de se faire tyran. Caligula, mais qu'est-ce qu'un tyran? Scipion, une âme aveugle. Caligula, cela n'est pas sûr, Scipion. Mais un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à ses idées ou à son ambition. Moi, je n'ai pas d'idée. Et je n'ai plus rien à briguer en fait d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. Scipion, à quoi? Caligula, à la bêtise et à la haine des dieux. Scipion, la haine ne compense pas la haine. Le pouvoir n'est pas une solution. Et pour moi, je ne connais qu'une façon de balancer l'hostilité du monde. Caligula, quelle est-elle? Scipion, la pauvreté. Caligula, soignant ses pieds. Il faudrait que j'essaie de celle-là aussi. Scipion, en attendant, beaucoup d'hommes meurent autour de toi. Caligula, si peu, Scipion, vraiment. Sais-tu combien de guerres j'ai refusées? Scipion, non. Caligula, 3. Et sais-tu pourquoi je les ai refusées? Scipion, parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Caligula, non. Parce que je respecte la vie humaine. Scipion, mais tu te moques de moi, Caius. Caligula, ou du moins, je ne la respecte plus que je ne respecte un idéal de conquête.
Mais il est vrai que je ne la respecte pas plus que je ne respecte ma propre vie. Et s'il m'est si facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Non. Plus j'y réfléchis, plus je me persuade que je ne suis pas un tyran. Scipion, qu'importe si cela nous coûte aussi cher que si tu l'étais. Caligula, si tu savais compter, tu saurais que la moindre guerre entreprise par un tyran raisonnable vous coûterait 1000 fois plus cher que les caprices de ma fantaisie. Scipion, mais du moins ce serait raisonnable, et l'essentiel est de comprendre. Caligula ne comprend pas le destin. Et c'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux. C'est cela que tes compagnons de tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est cela le blasphème, Caius. Mais non, Scipion, c'est de l'art dramatique. L'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Il serait sans cela qu'il est permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir Dieu. Il suffit de se durcir le cœur. C'est étonnant, Michel Herman, quand on entend Camus lire ce texte et qu'on a le texte sous les yeux, on s'aperçoit qu'à chaque fois que Camus fait dire à Caligula « non, Scipion », quand Camus le lit, il dit « mais non, Scipion hein, », comme s'il voulait atténuer l'objection que Caligula formule à Scipion, et façon peut-être intuitive ou spontanée de la part du lecteur, Camus, lecteur de son propre texte, et bien tout simplement de montrer à quel point Caligula et Scipion ont des choses à se dire et nous, paradoxalement, un espace qui est celui du dialogue. Alors on voit ici une figure de Caligula qui est donc une figure de la démesure, qui est l'adversaire de Camus. La démesure sera toujours l'adversaire de Camus, dans la mesure où pour Camus la révolte culmine dans la mesure elle-même. C'est tout le paradoxe de l'homme révolté camusien. Ici, Caligula est l'homme de la démesure qui veut surmonter les dieux, les dépasser en se faisant aussi cruel qu'eux. Caligula est également paradoxalement un pacifiste, quelqu'un qui refuse la guerre au nom du respect qu'il témoigne à la vie humaine. Que vaut, Michel Herman, si on le prend au sérieux, ce raisonnement de Caligula? Alors il y a deux choses dans votre question. Tout d'abord, le rôle des dieux. Et puis ensuite, il y a effectivement cette allusion effectivement, de Caligula qui semble dire, je crois dans un paradoxe, que c'est un pacifiste. Mais je crois que ça n'est pas ça n'est pas, comment dire, si secondaire que cela, effectivement, dans la pièce. Alors tout d'abord, les dieux. Les dieux ont le pouvoir. Les dieux ont le pouvoir comme les patriciens. C'est pas le même, mais au fond, c'est un pouvoir qui donne un certain nombre de nomos. De lois, de règles. Et Caligula s'oppose à la fois, on va dire, au pouvoir de l'administration, si on veut traduire ça en termes actuels. Bureaucratique, voilà. Et il veut conquérir ce pouvoir. Bien. Et il s'oppose également au pouvoir symbolique des dieux. Alors, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, à l'époque où Camus écrit Caligula, il monte avec sa troupe de théâtre à Alger, ses amis, il monte plusieurs pièces, de nombreuses pièces, notamment Prométhée enchaîné. Caligula, d'une certaine façon, c'est un Prométhée, mais c'est un Prométhée qui... Rappelons que Prométhée dérobe aux dieux le feu. Par conséquent, ce qui fait de Prométhée la figure de l'homme, j'allais dire de l'homme d'après la Révolution française, c'est-à-dire de l'homme qui cesse de s'inscrire, de considérer que le sens de sa vie c'est l'inscription dans une cosmologie, mais que le sens de sa vie est à conquérir en permanence, au-delà de lui-même, dans la conquête de l'homme, dans un progrès en marche. Dans un progrès en marche, le feu c'est la civilisation aussi, c'est le symbole de la civilisation, bien évidemment, dans l'histoire. Et moi je vois Caligula comme un Prométhée déchaîné, si vous me permettez ce jeu de mots un petit peu facile, et en même temps un Prométhée qui n'apporte pas le feu, mais qui apporte le sang et la haine. Il le dit, il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents. Pas heureux, intelligents. Référence à nouveau à la rationalité. C'est peut-être pour ça que Camus n'a pas écrit une pièce sur Néron, d'ailleurs, qui lui apportait le feu. Oui, absolument. La figure de Néron était... Je pense que la figure de Néron, y compris dans la vie des 12 Césars, la figure de Néron est beaucoup plus immédiatement satirique. Et donc, pour en revenir aux dieux, moi je vois une sorte de haine, d'envie, de jalousie du pouvoir des dieux, qui est une sorte de jalousie amoureuse pratiquement, affective si vous voulez. Il y a un rapport très affectif au symbolique chez Caligula. Alors pourquoi ce rapport est-il affectif ? Tout simplement parce que tout vient au fond de la mélancolie. Tout vient du fait que Caligula veut être le maître. Il veut être le maître, mais il est au fond le maître qui règne sur le rien. Et il en a conscience. Il en a absolument conscience.
Caligula, c'est une pièce, au fond, très ambivalente. Puisque le double de Caligula, c'est Scipion. Le double de Caligula, c'est l'amour, en quelque sorte. L'ambivalence est dans le fait que Scipion, rappelons-le, vous l'avez dit tout à l'heure, dont le père est assassiné par Caligula, ne parvient pas à détester Caligula, tant il est capable de le comprendre. La compréhension, l'empathie que Scipion éprouve pour Caligula l'empêche finalement de respecter quoi ? De respecter la vie, en quelque sorte. Et donc Scipion est un porte-parole de Camus jusqu'à une certaine limite, lui aussi. Les choses se retournent, ça c'est très nietzschéen. En revanche, là on voit une sorte de leçon, je dirais, poétique de Nietzsche. Je ne sais pas si Camus était un lecteur scrupuleux, je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes de Nietzsche, mais moi je vois un rapport de style entre Nietzsche et Camus. Et ce retournement sans cesse, c'est-à-dire ces simili-processus dialectiques qui s'engagent et qui n'aboutissent pas, mais qui existent parce qu'ils sont là dans le processus. Ça, je crois que c'est très nietzschéen. Il y a une sorte de politique du négatif. S'il y a une leçon politique, on va dire, qui est bien sûr figurée, qui est méditée, c'est une politique du négatif, qui est ambivalente, qui semble en appeler un processus, mais qui culmine finalement dans l'anéantissement d'autrui, dans la haine d'autrui. Et ce que Caligula prend aux dieux, c'est la haine qu'ils ont opposée à Prométhée, la violence dans le Prométhée enchaîné, la violence des dieux. Donc Caligula, du point de vue de Camus, si je vous suis, Michel Herman, est en un sens l'héritier des dieux. D'une certaine façon, Caligula se veut l'héritier des dieux. Il veut leur prendre leur pouvoir. Et il veut leur prendre leur pouvoir, il ne prononce pas le mot pouvoir. C'est le propre des fils de Dieu que de vouloir prendre le pouvoir du Père, en l'occurrence. Ce que Zeus lui-même a fait. Absolument. Il s'inscrit dans cette... Et ce qu'en un sens Prométhée voudra faire, même si Prométhée n'est qu'un titan, mais voilà. Voilà, Prométhée voudrait faire ça, bien évidemment. Et donc les dieux vont bien évidemment l'en empêcher. Mais Caligula veut prendre à une sorte de rapport amoureux, de rapport affectif avec les dieux via la haine. C'est le mot haine qui revient à chaque fois. Les dieux sont haineux, et donc Caligula veut être aussi haineux qu'eux pour en devenir le fils légitime ou illégitime. Vous avez parlé du prométhéisme, donc Michel Herman de Caligula. Est-ce à dire qu'en retour, on entend à mots couverts, et ça c'est quelque chose qu'on sait quand on lit Camus justement, et on retrouve ici cette espèce de stoïcisme nietzschéen de Camus, d'amor fati ou d'inscription dans la nature, cette façon qu'a Camus, dès le début, d'opposer la nature à l'histoire, de se méfier des idolâtres de l'histoire, comme Sartre le sera plus tard. Est-ce qu'on peut opposer au prométhéisme caliguléen, si j'ose dire, au prométhéisme de Caligula, une forme d'orphisme qui serait celui de Scipion, d'où lui viendrait d'ailleurs tout son penchant pour la poésie, tout son sens de la poésie, cette façon que Scipion a de faire chanter les pierres, comme Orphée savait le faire lui-même avec sa lyre, une sorte d'orphisme dont toute la vertu consisterait non pas à surmonter l'ordre de la nature, non pas à faire valoir la préséance de l'homme au sein du règne naturel, mais à faire au contraire l'expérience de l'étrangeté d'un monde qui se moque qu'on s'y trouve, et dans lequel toute vertu et tout bonheur consiste d'abord, et en vérité, à trouver sa place et à s'y tenir. Oui, absolument. Je crois que Scipion, c'est cette figure-là, cette figure que l'on va retrouver dans le reste de l'œuvre de Camus. Je pense à un personnage tout à fait différent, le personnage des nouvelles de Camus, Ivare. Ce personnage se rend compte qu'il est... au fond, que le temps va l'engloutir, qu'il n'est plus tout à fait en phase avec la nature. Et pourtant, à l'heure du coucher du soleil en Méditerranée, il sait qu'il est heureux. Eh bien, grand merci, Michel Herman. C'était passionnant de parler avec vous de Caligula. Il y aurait une infinité de choses à dire encore sur cette pièce. Nous n'avons fait qu'en esquisser les pistes. C'est une façon pour nous, chers auditeurs, de vous inviter à lire, relire Caligula, ou aller le voir d'ailleurs, quelle qu'en soit la mise en scène. Caligula est régulièrement interprété. Donc, n'hésitez pas à vous en repaître. C'est un régal, c'est passionnant. C'est la fin des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour continuer de parler du théâtre de Camus, puisqu'il sera question demain des Justes. On entendra notamment la voix de Maria Cazares dans Les Justes, des Possédés également que Camus mit en scène, de Michel Bouquet, de Gérard Philippe, et du bonheur indicible, sans équivalent, que le philosophe éprouvait en arpentant les planches.
Retrouvez, si vous le souhaitez, cette émission sur Internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent, je le dis tous les jours, téléchargements, bibliographie et écoutes en ligne. Et retrouvez-nous demain matin de 10h à 11h pour la suite de cette semaine sur Camus. Et retrouvez enfin tout de suite Adèle Van Rett pour le journal des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous, on quitte Camus et Caligula pour rejoindre l'actualité Freud, l'actualité éditoriale, puisque je le rappelle, depuis le vendredi 1er janvier, toutes les œuvres de Freud sont désormais dans le domaine public et les librairies vont bientôt regorger des textes du psychanalyste, notamment en poche. On a vu hier avec Paul-Laurent Assoun ce que signifiait le fait de parler d'actualité à propos de Freud. Et aujourd'hui, on va s'arrêter un moment sur une œuvre particulière, à la fois la plus connue, peut-être en tout cas celle dont on parle le plus, et la moins connue, puisque si on en parle beaucoup, on ne sait pas forcément ce qui s'y trouve, ce qui est dit. Ce texte, c'est l'interprétation du rêve, que l'on trouvera notamment au PUF avec une très bonne préface de François Robert, qui est membre du comité éditorial des œuvres complètes de Freud, et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour François Robert. Bonjour. Vous avez donc préfacé ce texte de l'interprétation du rêve, mais également le texte Les 3 essais sur la théorie sexuelle et l'autre texte Métapsychologie. On trouvera donc 3 préfaces dont vous êtes l'auteur dans ces 3 textes qui paraissent ce mois-ci et ensuite en février. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'interprétation du rêve, qui est un texte qui date de 1900. On est donc bien avant Totem et Tabou, dont on parlera jeudi, qui lui date de 1913. Alors François Robert, est-ce que le fait de proposer une interprétation du rêve, donc poser que les rêves ont une signification, qu'ils expriment un sens, est-ce que ce n'est pas de la part de Freud renouer avec des pratiques qui étaient courantes pendant l'Antiquité et qui se situent du côté de la superstition plutôt que de la science? Est-ce que ce n'est pas donner raison à l'opinion, disons, profane contre la science dominante? Oui, c'est exactement ce que Freud affirme dès l'ouverture. Je me pose contre la psychiatrie, je me pose contre la science dominante et j'affirme, comme l'opinion profane, que le rêve a un sens. Malheureusement ou heureusement, Freud va immédiatement retourner et approfondir cette proposition et montrer que ce sens inconscient du rêve n'est pas celui que l'Antiquité lui a conféré. C'est-à-dire qu'il va à la fois suivre une tradition qui vient de l'Antiquité, mais en même temps s'en détacher. Exactement. Et le titre déjà montre cette manière, ce génie qu'a Freud de partir d'un élément connu, d'un terme connu, pour le déplacer et lui redonner un nouveau sens. Traumdeutung en allemand, interprétation du rêve, dans son sens courant, veut dire aussi oniromancie. Et c'est cette référence... C'est-à-dire oniromancie, c'est-à-dire l'interprétation du rêve qui permet de dégager le sens de ce rêve, mais un sens qui va vers le futur. Hein. Pour le profane, comme pour les anciens, le rêve était une annonce et annonçait un élément futur. Donc Freud dit oui, le rêve a un sens et il faut trouver une nouvelle méthode pour arriver à ce sens. D'où le fait qu'ils prennent un terme comme la Traumdeutung, lui ajoutent un article défini et disent « dit Traumdeutung ». Alors ça devient autre chose, l'interprétation du rêve, au sens où la méthode pour interpréter le rêve, c'est celle qui sera donnée c'est celle qui est annoncée dans ce titre. De la même manière, dans la correspondance avec Fliess, Freud va toujours parler à propos du livre, du livre des rêves, en allemand Traumbuch, qui, là encore, dans son sens courant, veut dire la clé des songes. Et c'est ça, Freud arrive avec une nouvelle clé des songes, une nouvelle solution qui tient en une seule proposition. Le rêve est un accomplissement de souhait. Alors, justement, revenons là-dessus. Le rêve est un accomplissement de souhait. C'est peut-être la valeur ajoutée de ce texte de Freud par rapport à toutes les autres réflexions sur toutes les autres méthodes d'interprétation du rêve. Que signifie le fait que le rêve soit un accomplissement de souhait? Est-ce qu'il s'agit du souhait de dormir? Je crois que Freud réalise que le rêve est l'accomplissement d'un souhait qui est très simple, qu'il souhaite dormir, puis il est déçu par ce constat, puisqu'il se dit mais ça veut dire que le rêve n'a qu'une valeur fonctionnelle, et donc il n'y a aucune autre possibilité d'interprétation. Alors comment, à partir de là, Freud trouve-t-il une autre interprétation du rêve?
Comment, à partir de là, Freud se sert de cette notion de souhait pour montrer que le rêve n'est pas seulement le souhait de dormir? Oui, eh ben, il arrive donc avec cette méthode qu'annonce le titre, avec cette nouvelle clé, et cette méthode consiste tout simplement à écouter les associations qui viennent à propos d'un rêve. Non plus les associations comme dans l'Antiquité, de l'interprète du rêve, celui qui associait, qui devinait. Là, c'est le rêveur à qui Freud dit donnons les associations. Les associations vont ouvrir sur tout un matériel du rêve. Ce matériel du rêve, ce sont des pensées. Et c'est d'abord là que se trouve le souhait. Le souhait se forme à partir de tout un matériel psychique, un nouveau matériel psychique que Freud découvre, voilà, donc de par les associations du rêveur. Ce faisant, il donne au rêve une réalité qui est proprement psychique. Oui, une réalité qu'on pourrait même dédoubler, une réalité qui est psychologique, qui est la réalité de toutes ces pensées, de tout cet univers foisonnant d'associations, dont Freud finit par comprendre que ça donne lieu à une analyse infinie, au sens de son article de la fin de son œuvre, analyse finie, analyse infinie. Freud a l'ambition de résoudre un rêve jusqu'au bout, intégralement, sans lacune, dit-il, jusqu'au moment où il se dit, mais l'univers de pensée est tellement foisonnant qu'il va toujours venir un moment où on ne pourra plus tout comptabiliser, tout enchaîner. C'est-à-dire qu'il y a un reste, finalement, que l'interprétation ne peut pas rendre compte de manière exhaustive du rêve. Voilà, d'où cette fameuse et très belle image qu'on trouve dans l'interprétation du rêve, qui est celle de l'ombilic. Freud dit il y a un point dans le rêve où celui-ci devient insondable, où il ouvre sur autre chose. Donc cet ombilic du rêve, pour Freud, est non, peut-être pas une défaite, mais plutôt une promesse. La défaite de l'interprète, mais la promesse que, effectivement, l'univers conscient et préconscient, l'univers de pensée, tout ce matériel psychique est extraordinairement riche. Et il y a comme une espèce de vertige de Freud à découvrir cet ensemble et à le tisser, à le retisser. Et dans le même temps, je disais, dédoublons la réalité. La réalité psychique, il va la trouver ailleurs. Il va la trouver non pas du côté de cet univers de pensée préconscient, il va le trouver du côté du souhait inconscient, auquel il va conférer dans la toute fin de l'œuvre une réalité psychique. C'est là véritablement psychique. Voilà, donc du souhait inconscient, du souhait qu'il ne faut pas confondre avec le désir ni avec le penchant. Et pour cela, je renvoie à la préface donc, de l'interprétation du rêve que vous avez rédigée pour les éditions PUF. Et je rappelle également que vous êtes préfacier des 3 essais sur la théorie sexuelle et de métapsychologie. Merci beaucoup, François Robert. On change d'actualité. Freud mis à part, on trouve en ce moment en librairie 2 ouvrages d'Esther Duflo, qui est professeure d'économie au MIT et titulaire de la chaire Savoir contre pauvreté au Collège de France depuis 2009. Le développement humain et la politique de l'autonomie, c'est le titre de ces 2 ouvrages dans lesquels Esther Duflo propose une réflexion concrète sur l'efficacité des programmes de réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement. Le premier volume porte sur ce que les économistes appellent le capital humain et le second sur les institutions. C'est donc le développement humain et la politique de l'économie, 2 petits livres très utiles qu'on trouve au Seuil dans la République des idées. Je rappelle que Esther Duflo sera l'invitée des matins de Marc Voinchet demain matin. Camus, Freud et la pauvreté, c'était le programme des Nouveaux Chemins aujourd'hui. Retrouvez en ligne toutes les informations concernant nos invités et leurs livres sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Merci à Jacques Vincent qui était à la technique aujourd'hui et merci à Bertrand Chometon et Christine Robert qui ont réalisé cette émission. Il est 10h59, vous êtes sur France Culture et dans un instant vous avez rendez-vous avec Antoine Garapou pour l'émission Le Bien commun qui continue cette semaine autour de Camus sur France Culture sur le thème Camus et le droit.